Dans ce nouveau live La Minute Santé. Aujourd'hui, nous allons parler de régulation du système nerveux et plus précisément de comment on peut réguler son système nerveux grâce à la nutrition fonctionnelle. Donc la nutrition fonctionnelle, c'est l'alimentation, ça englobe également la micronutrition et donc c'est autant ce qu'on met à l'intérieur de son corps que ce qu'on va mettre à l'intérieur de son esprit. Et donc pour parler de ce sujet, nous allons inviter Cécile Caron, qui est nutrithérapeute et qui est vraiment spécialiste dans le domaine. Elle a une approche très intéressante autour de l'axe intestin-cerveau et donc elle va arriver dans quelques instants dans ce live. Pour le moment, vous avez à votre disposition un chat, donc vous pouvez poser vos questions si vous le souhaitez et on répondra à tout cela. Donc sans plus attendre, nous allons accueillir Cécile qui va arriver. Et en attendant, n'hésitez pas. Voilà, je vois Cécile. Coucou Cécile. Ah, je suis pas très occupée. Tu vas bien? Anaïs. Oui, et toi? Oui, super. Ça me fait plaisir de t'accueillir. C'est à mon tour cette fois. Oui, merci pour l'accueil, pour l'invitation. Ravie de t'avoir. Je suis très contente de te recevoir parce qu'on parle beaucoup de régulation du système nerveux, mais on va surtout parler de la respiration, du fait de passer par le corps. Et pour autant, la nutrition, elle est importante. Je t'ai un peu introduit avant que tu arrives et je disais que tu étais vraiment l'experte dans le domaine. Tu parles beaucoup de l'axe intestin-cerveau. Et donc, c'était pour ça que c'était important de t'avoir et je pense que tu vas avoir plein de tes connaissances à nous partager. Pour commencer, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter et présenter un peu ton approche? Oui, donc je suis Cécile Caron, je suis praticienne en nutrition fonctionnelle et je me spécialise dans l'approche des problèmes digestifs, donc tout ce qui tourne autour de la digestion. Je vais utiliser, ce qui est important pour moi en fait, c'est d'avoir vraiment cette approche systémique, globale. Et donc, je vais utiliser l'approche de la nutrition fonctionnelle, évidemment, santé fonctionnelle, cette approche-là, mais aussi m'aider de tout ce qui est neurosciences, voilà, pour justement comprendre le système nerveux. Et on sait qu'il y a un lien très étroit, et on va en parler, entre digestion et système nerveux. Donc voilà, j'ai vraiment à cœur d'aborder les problèmes digestifs de manière globale parce qu'aujourd'hui, jusqu'à il y a encore pas très longtemps, on abordait les problèmes digestifs uniquement sous le prisme de la digestion. On se concentrait uniquement sur ce qui se passait au niveau du système digestif. Or, on sait que le système digestif, il est central dans notre corps, mais il va avoir des répercussions sur plein d'autres systèmes et inversement, ces autres systèmes vont aussi avoir une influence sur le système digestif. Donc, pour moi, c'est un peu aujourd'hui dépassé et pas trop efficace de se concentrer uniquement sur le système digestif en mettant des œillères et en regardant pas ce qui se passe à côté. Merci pour cette introduction. Donc, tu es formée en thérapie et tu as d'autres approches. Tu mélanges aussi l'approche avec les traumatismes, bon, même si tu n'accompagnes pas les traumatismes en tant que tel, mais en tout cas, c'est quelque chose que tu englobes aussi dans ta pratique. Oui, c'est ça. En fait, on va voir vraiment, pour moi, l'approche des problèmes digestifs, elle est vraiment globale. Donc, évidemment, on va voir l'alimentation, la nutrition, mais on va voir aussi l'hygiène de vie, le sommeil, voilà, tout ça, comment on bouge, etc. Il y a plusieurs façons de se nourrir, en fait. On se nourrit pas que par l'alimentation. Donc, en nutrition fonctionnelle, on n'entend pas que les aliments qu'on met dans notre bouche, on entend vraiment tout ce qu'on apporte à notre corps. Et aussi, la régulation du système nerveux en fait partie. C'est un des systèmes qu'on va explorer. Donc oui, moi je me suis formée à la pleine confiance, ça s'appelle comme ça, avec Ludovic Leroux, vraiment pour comprendre le fonctionnement du système nerveux, le nerf vague, etc. et apprendre à le réguler, en tout cas à ramener de la sécurité. Déjà, dans un premier temps, c'est comprendre, déculpabiliser et ramener de la sécurité. Et ensuite, dans un deuxième temps, s'il y a besoin d'aller plus loin pour vraiment débloquer des traumatismes, là, je collabore avec des thérapeutes qui le font très bien et voilà, on fait ça à quatre mains, disons. Ok, super, c'est très clair. Alors justement, on a parlé un peu de la digestion, enfin, tu en as parlé très brièvement. On sait quand on a des troubles digestifs. Ça, généralement, on peut expérimenter de la constipation, des diarrhées, des ballonnements, des gaz. Ça, généralement, on est OK. Par contre, est-ce que certaines personnes peuvent ne pas savoir qu'elles ont un système nerveux dérégulé
Bon, la réponse c'est oui, mais est-ce que tu pourrais nous parler un peu des signes fréquents qu'on peut retrouver chez des personnes qui ont un système nerveux qui est déséquilibré? Oui. Alors, juste parenthèse par rapport à ce que tu viens de dire, en général, on sait qu'on a des problèmes digestifs, mais ça arrive aussi des personnes qui ont quand même un microbiote déséquilibré, des choses qui fonctionnent pas bien et qui s'en rendent pas compte et qui n'ont pas forcément de symptômes. Donc, juste voilà, je le place là au cas où. Euh, mais alors, pour pardon, ta question, c'était les signes d'un système nerveux dérégulé, hein, ou ce que je vois le plus en tout cas qui indique un système nerveux dérégulé. C'est ça. Bon, alors moi, forcément, vu que j'ai le prisme des problèmes digestifs, il y a systématiquement des problèmes digestifs chez les personnes que je vois. Donc c'est un signe d'un système nerveux dérégulé. Ça peut être un signe, disons, ça peut être une conséquence ou ça peut être une cause d'un système nerveux dérégulé. Ça c'est le numéro un. Et est-ce que j'explique le lien maintenant ou on l'expliquera après entre digestion et système nerveux dérégulé? En réalité, oui, tu peux le faire maintenant. Le but, c'est que ce soit fluide. Okay. Donc, n'hésite pas. Donc oui, pour expliquer en fait le lien, pourquoi je dis ça, parce que par exemple, si on a un système nerveux qui est dérégulé, parce que donc qu'est-ce que j'entends par système nerveux dérégulé déjà peut-être on dit ça, voilà, on dit ça de manière, enfin, on a l'habitude d'utiliser système nerveux dérégulé, mais en fait c'est le système nerveux autonome, c'est-à-dire celui qu'on ne commande pas volontairement. Qui peut être déséquilibré. Tout est question d'équilibre dans le corps et on peut avoir un déséquilibre de la balance sympatho-vagale, c'est-à-dire qu'on a un déséquilibre entre le système nerveux sympathique, qui est en gros l'activation du corps, et le système nerveux parasympathique, qui est le frein. Schématiquement, c'est à peu près ça. Donc, on peut avoir ce déséquilibre-là. Ça veut dire qu'on va passer généralement trop de temps en sympathique ou dans un état, en tout cas, de survie. En gros, on a les états de sécurité et les états d'insécurité. Donc, c'est quand on passe trop de temps en insécurité, en général dans le sympathique. Donc là, quand on est déséquilibré à ce niveau-là, parce qu'on a vécu des traumas, parce qu'on a vécu des choses dans notre vie, que ce soit un trauma de choc, c'est-à-dire un événement particulier, ou alors un trauma développemental, c'est-à-dire plein de choses répétées, ou un manque aussi d'affection quand on était enfant. Bref, donc ça se construit aussi sur la durée. Quand on a vécu des choses comme ça assez difficiles, notre système nerveux, il a appris comment se protéger, comment se mettre en sécurité, pardon, et il a développé des mécanismes de protection. Et donc, on peut avoir un système nerveux dérégulé à cause de ça. Et ça, à la longue, il faut imaginer qu'on est dans un état de stress chronique, en fait, d'insécurité, comme si on était menacé en permanence. Donc, la digestion, la reproduction, etc., c'est pas la priorité du corps. Et la digestion va en pâtir. Par exemple, on peut avoir, quand on est en stress chronique, pour donner un exemple très concret, on peut avoir moins d'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac. Sauf que l'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac, il est fait pour bien digérer, notamment les protéines. Donc, si on n'a pas assez d'acide chlorhydrique, on va se retrouver avec des particules de protéines qui sont pas bien digérées, qui vont passer ensuite dans les intestins. Ça va déséquilibrer le microbiote, ça va créer de l'inflammation, ça peut créer de l'hyperperméabilité intestinale. Puis les molécules vont passer à travers la paroi intestinale qui est plus ouverte, et ça va déclencher le système immunitaire derrière, qui va déclencher de l'inflammation, et c'est vraiment un peu le cercle vicieux. L'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac, ça permet aussi, c'est un peu l'image que je donne parfois, mais c'est un peu le pédiluve à la piscine, quoi. C'est-à-dire que avant de rentrer, quand on mange, forcément on mange des choses, des légumes, des choses qui sont vivantes en quelque sorte, qui sont dans la nature. Donc, il va y avoir des micro-organismes dessus. Ça, en général, les désinfecter, les tuer. Non pas que les micro-organismes soient mauvais, c'est pas ça, mais on veut pas tout ce qui rentre dans notre système digestif, parce que sinon, ils vont déséquilibrer notre microbiote, qui lui aussi est un écosystème assez fragile de micro-organismes. Donc là, ça va désinfecter. Quand il n'y a pas assez d'acide chlorhydrique, ça va impacter le microbiote après. Et aussi, l'acide chlorhydrique va envoyer des signaux pour la digestion. Donc, il faut qu'il y ait assez d'acide pour qu'il y ait des cellules ensuite dans l'intestin grêle qui envoient des hormones à d'autres organes, notamment le pancréas, qui va sécréter des enzymes digestives, sécréter du bicarbonate, etc. Bref, donc il y a tout un orchestre finalement, un mécanisme. Donc on comprend que si on est en stress chronique parce qu'on a un système nerveux dérégulé, ça va impacter, là j'ai pris l'exemple de l'acide chlorhydrique, c'est assez parlant, mais il y en a plein d'autres, hein, ça peut impacter la digestion d'une autre manière. Et l'inverse est aussi vrai.
C'est-à-dire que quand on a des problèmes digestifs parce que, à la base, je sais pas, on est parti dans un pays en voyage ou même en France, hein, et on a eu une intoxication alimentaire, ça a équilibré notre microbiote. Du coup, ça crée de l'inflammation à ce niveau-là. Et le ventre envoie un signal d'alerte au cerveau pour lui dire attention, là, il y a un truc qui ne fonctionne pas bien. Et ça commence à déréguler le système nerveux parce que c'est un stress chronique. Bref, grosse parenthèse pour faire le lien entre les deux. Voilà, important pour comprendre de quoi on parle. Donc ta question de base, c'était quels sont les signes que je vois? Donc digestion, tout ça pour expliquer que c'est quand même lié, fortement lié. Et après, je vois aussi beaucoup de personnes qui sont en stress chronique, donc en anxiété chronique, avec des pensées qui tournent en boucle, des gens qui sont assez agités, qui ont beaucoup de mal à se poser aussi, à faire des pauses, prendre des temps de pause, s'asseoir juste et rien faire ou lire, ça les met en insécurité. Ça, c'est pour les personnes qui ont encore de l'énergie, je dirais, et qui s'activent en permanence. Et il y a aussi les personnes qui n'ont plus assez d'énergie et qui sont tombées dans ce qu'on peut appeler le dorsal en théorie polyvagale, c'est-à-dire cet état de figement finalement, d'épuisement, où on n'a plus assez d'énergie pour fonctionner. Et là, ça va être plutôt des pensées je suis pas assez bien, je fais pas assez, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La déprime, la dépression, La procrastination, le la brouillard. procrastination. Oui, tout ça, c'est des signes aussi de dérégulation. Alors aussi, je le dis, on va tous passer dans ces différents états du système nerveux, donc dans cet état d'agitation, dans cet état d'effondrement en quelque sorte, à moindre échelle. On peut tous y passer plusieurs fois par jour. On va changer plusieurs fois d'état parce qu'il y a des choses. Donc, je sais pas, je reçois un mail ou bien j'ai une conversation avec quelqu'un, je reçois un coup de téléphone. Voilà, il y a un truc qui va me stresser à un moment, ça va me faire changer d'état. Mais normalement, on doit revenir dans cet état de sécurité plus ou moins rapidement, mais on doit y revenir quand même. Et on va faire ça plusieurs fois par jour. Le problème, c'est quand on reste coincé dans un état. Et quand notre état dominant est un des états d'insécurité, donc soit l'activation permanente, soit je reste bloqué complètement tout le temps, en déprime, en procrastination, je suis à plat complètement. Le burn-out, hein, c'est un état d'effondrement. Et justement, on parlait, donc le but c'était de parler justement de cette nutrition fonctionnelle. C'est vrai que dans le monde de vie moderne dans lequel on est, ça peut être compliqué de ne pas vivre de stress. Si par exemple on habite en ville, rien que le fait de sortir de chez soi, il y a du stress permanent. Quand on est à la campagne, mais on peut avoir du stress même quand on allume son téléphone en recevant un message, en ouvrant son ordinateur si on travaille sur un ordinateur. Mais si on a un travail un peu plus manuel ou autre, même on peut quand même avoir des moments de stress parce que c'est le monde dans lequel on vit. Donc c'est un sens où la nutrition, elle peut vraiment accompagner, même si la respiration, de passer par le corps, ce sera quand même les bases pour pouvoir rééquilibrer son système nerveux. Est-ce que tu pourrais nous expliquer déjà ce qu'est la nutrition fonctionnelle et quels sont les aliments clés pour soutenir son système nerveux? On va vraiment déjà se focaliser plus sur l'alimentation et puis on parlera après un peu plus de l'environnement, de la gestion du stress qui sont également une partie de la nutrition fonctionnelle. Oui. Oui, alors qu'est-ce que c'est la nutrition fonctionnelle? C'est l'objectif en fait, on va apporter au corps ce dont le corps a besoin pour fonctionner. On le nourrit pour qu'il fonctionne. C'est vraiment ça, la nutrition fonctionnelle. Donc, on va aller voir vraiment donc, si on se concentre sur l'alimentation, hein, parce que tu as mentionné tous les autres piliers, évidemment, il n'y a pas que l'alimentation, j'insiste bien là-dessus, mais si on se concentre aujourd'hui sur la nutrition, l'alimentation, on va aller voir est-ce que notre corps a les différents nutriments dont il a besoin, micronutriments, les vitamines, les minéraux, etc., pour les fibres, etc., pour bien digérer en premier et ensuite faire fonctionner les différents organes et systèmes, je dirais pas que organes, mais systèmes. Parce que en fait, dans le corps, tout est question d'équilibre et rien n'est gratuit, rien n'arrive comme ça par hasard. En fait, il faut toujours de l'énergie, il faut toujours un substrat, une base qui va faire tourner les rouages. Et en fait, ce substrat-là, on l'apporte principalement par l'alimentation, notamment en tout cas pour ce qui est nutriments, vitamines, etc. Donc ça, c'est le but de la nutrition fonctionnelle.
Et est-ce que tu aurais des exemples d'aliments? Parce que nous, ça nous parle un peu plus parce qu'on est dedans, mais pour Oui. les gens qui ne savent pas ce que sont les protéines, les lipides, les glucides ou encore vitamine B, vitamine, voilà, toutes ces choses-là. Concrètement, est-ce que tu aurais des aliments que tu pourrais recommander qui sont très riches pour soutenir le système nerveux? Oui. Alors, il n'y a pas d'aliment miracle. Il y a jamais, en général, jamais de solution miracle. Mais spécifiquement, bon, si on nommait le fait qu'il faut une base qui soit équilibrée, etc., peut-être on peut en parler un peu plus, mais si on se concentre vraiment sur les nutriments essentiels, ça va être alors les protéines, parce que ça va nous amener des acides aminés, Mhm. la tyrosine, le tryptophane, etc., pour sécréter correctement des neurotransmetteurs derrière qui font partie du fonctionnement équilibré du système nerveux. Donc les protéines, les acides aminés. Les acides aminés sont aussi là pour créer tous les tissus, tout ce qui est structure dans le corps. Donc même les nerfs en eux-mêmes, voilà, tout ça, ça a besoin, c'est une structure, ça a besoin d'être construit de quelque chose. Et je le disais tout à l'heure, il y a toujours une base, un substrat, donc les protéines, les acides aminés vont en faire partie. Ensuite, on a tout ce qui est aussi vitamines du groupe B. Mhm. Ça, c'est hyper important. B9, B12, B6, B3, etc. Donc, il y a vraiment les vitamines du groupe B qui sont essentielles. On a aussi le magnésium, évidemment. On en parle beaucoup, ça, on le connaît. Mais le magnésium va vraiment avoir un effet. Il fait partie des électrolytes, en fait. Donc, il n'y a pas que le magnésium. Et le magnésium est particulièrement important. Mais il y a tout ce qui est sodium, potassium, calcium aussi. Il faut qu'il y ait un équilibre entre ces différents électrolytes pour que ça fonctionne bien. C'est les électrolytes, c'est vraiment un peu la base du fonctionnement de la cellule pour qu'il y ait des échanges qui rentrent dans la cellule, qui sortent de la cellule, etc. Donc ça, c'est vraiment indispensable. Et après, je dirais oméga 3, les bonnes graisses. Ça, vraiment, donc oméga 3, mais il n'y a pas... Oméga 3, c'est ce qu'on trouve, par exemple, dans les petits poissons gras. Sardines, maquereaux, harengs, anchois, truites aussi, saumon. Mhm. Euh, Donc ça, c'est les oméga 3, mais en fait, il faut toujours avoir un équilibre entre les oméga 3, les oméga 6. On a aussi besoin de graisses monosaturées, comme l'huile d'olive, par exemple. On a besoin même un peu de graisse saturée aussi. Donc, il faut vraiment un équilibre entre tout ça. Souvent, on a peur des matières grasses, et parce qu'on nous a fait peur pendant des années en nous disant, mais attention, les matières grasses, ça fait grossir, ou bien c'est pas bon pour le cholestérol, etc. Donc on nous a fait peur, mais il faut vraiment des matières grasses. Si on n'a pas assez de cholestérol, on va pas sécréter correctement les neurotransmetteurs, les hormones, et en plus on va pas. Il faut du cholestérol pour, si je me trompe pas, pour la gaine de myéline aussi des nerfs. Donc Mhm. il faut ces matières grasses là. Mhm. Donc concrètement, ça peut être par exemple dans une assiette des œufs le matin avec avec un pain au sarrasin et je sais pas ou même des sardines écrasées. Bon, moi je mange des sardines le matin, je sais que c'est pas la Oui, tout nous aussi. le monde mais je fais. Et ça peut être avec un peu de légumes, avec une huile par exemple riche en oméga 3 comme de l'huile de camomille. Même si je sais que les oméga 3 qu'on va trouver dans les végétaux et dans les produits animaux, c'est pas du tout la même chose. Donc pour schématiser, pour que ce soit un peu plus simple aussi à comprendre pour les personnes qui nous regardent. Donc maintenant qu'on a parlé de l'alimentation, il y a un élément très important qui est on nourrit le corps, ça c'est très bien, mais on nourrit aussi l'esprit. Est-ce que tu pourrais dire quelle est l'approche quelle est l'approche de la nutrition fonctionnelle pour soutenir l'esprit dans ce sens? Hmm. Euh, alors, il y a plein de réponses possibles parce que je dirais, bah déjà, c'est de pourquoi l'esprit va être agité ou va être peut-être agité ou va pas être calme en tout cas, pourquoi il y a un déséquilibre à ce niveau-là. Ça peut être parce qu'il y a un déséquilibre physiologique au niveau du corps, au niveau de la biologie en fait. Mhm. Donc on revient quand même à ça, mais l'approche de la nutrition fonctionnelle, c'est d'aller voir pourquoi il y a un esprit agité, anxieux, dépressif, déprimé, etc., etc. Et alors ça peut être un déséquilibre des neurotransmetteurs.
Donc là, ça peut être, il n'y a pas assez de substrat pour sécréter les neurotransmetteurs, ceux qui sont calmants en tout cas, c'est le GABA et la sérotonine, les grands. C'est ceux-là qui vont être, voilà, il faut qu'ils soient équilibrés avec les autres, ceux qui sont un peu plus excitateurs. Donc bref, il peut y avoir un déséquilibre au niveau des neurotransmetteurs parce qu'on n'a pas assez de substrat dans l'alimentation pour les produire, ou bien aussi parce que la digestion est déséquilibrée. Du coup, je le disais tout à l'heure, ça envoie des mauvais signaux au niveau de l'axe intestin-cerveau. Voilà. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Après, ça peut être aussi, on a parlé des traumas, on les a mentionnés au début, et ça fait aussi partie de l'approche fonctionnelle. Hein, c'est d'aller voir vraiment. En fait, on cherche la cause. Donc la cause, elle peut être nutritionnelle, elle peut être biologique parce qu'on a des carences, elle peut être comportementale parce que on vit une vie à 1000 à l'heure, on s'arrête jamais, on est hyper stressé. Tu le disais, dans notre société, c'est souvent le cas. Ouais, ça peut être un peu compliqué. Ça peut être ça, ou bien parce que voilà, on a vécu des traumas, je crois que je l'ai mentionné. On ne s'arrête jamais et voilà, et en fait, on fait jamais de pause, etc. Donc ça, c'est une cause aussi d'un esprit qui est complètement agité. On veut faire trop de choses parce qu'on a peut-être on a un programme, disons, on a appris, notre système nerveux a appris que pour être aimé, pour être en sécurité, il fallait s'agiter, il fallait en faire toujours plus. C'est jamais assez bien. On est perfectionniste, on veut toujours en faire plus, etc. Et du coup, on a ce programme-là et donc on va toujours en faire plus. On s'arrête jamais. Mais je sais pas si c'est clair, mais oui, oui, c'est très clair et c'est important de le préciser parce que c'est vrai que je pense que c'est ton cas aussi. Des fois, ça m'arrive d'échanger avec des personnes, que ce soit en consultation ou même des gens que je connais ou que je rencontre, qui me disent, alors moi, je mange bien. Bon, déjà, qu'est-ce que manger bien? Parce que des fois, on n'a pas forcément les bonnes croyances. ouais. Bien, et pourtant, ça va toujours pas mieux. Et cet aspect de prendre soin finalement de son environnement, de comment on soutient son système nerveux. Par exemple, on peut être dans des relations malsaines. Dans ce cas-là, il faut sortir de ces relations malsaines. On peut être dans un travail qui est toxique aussi pour nous. Dans ce cas-là, il faut sortir. Mais il y a plein de choses. Ça peut être des relations amoureuses, ça peut être des relations familiales aussi. C'est vrai que c'est un aspect dont on parle pas beaucoup, mais pas tout le monde naît ou grandit dans une famille saine. Donc, comment on fait pour déconstruire les schémas de pensée? C'est ce que disait un peu Cécile juste maintenant. Est-ce que dans l'approche, par exemple, toi en consultation, tu pourrais recommander à des personnes de mieux nourrir aussi leur esprit avec des livres, par exemple, des podcasts ou voilà, des choses qui sont un peu plus de changer, par exemple, si tu as quelqu'un qui dit tous les soirs, je suis sur Netflix et je regarde, je sais pas, Love is Blind. Bon, moi, ça m'arrive, hein, donc les gens qui le font, j'adore. Mais est-ce que tu vas inclure aussi, par exemple, voilà, des lectures ou d'autres choses que tu pourrais recommander? Oui, complètement. Oui, oui. C'est vrai que j'ai pas mentionné cet aspect-là, mais oui, oui, ça fait partie aussi de la nutrition en fait. Hein, comment on nourrit, qu'est-ce qu'on donne à manger à notre cerveau en quelque sorte. Donc ça en fait partie. Si on est tout le temps en train de regarder des infos anxiogènes, BFM et compagnie, bon. Alors oui, tout à l'heure tu disais aussi, ce que je veux préciser, c'est que tu disais, si on est dans une relation toxique, on en sort. Si il faut faire attention aussi de pas tomber dans un mécanisme de fuite où en fait on se dit ça j'arrive pas à le gérer, je m'en vais, ça je m'en vais aussi. En fait ça dépend, c'est vraiment du cas par cas, c'est-à-dire qu'il y a des situations où oui il faut vraiment fuir pour sa sécurité. Il y a d'autres situations où en fait c'est aussi nous la perception qu'on en a ou alors qu'est-ce que nous on amène dans cette relation qui fait qu'elle est déséquilibrée et elle nous sert pas. Mais on parlait aussi du stress dans notre société. En fait, en régulant notre système nerveux, on va aussi voir les choses différemment, on va réagir différemment et parfois la dynamique dans une relation quelconque peut changer. Parfois notre vision de l'extérieur et de la société peut changer aussi en fonction de dans quel état on est nous. Donc ça c'est un premier point, je dirais, et parfois ça peut se rééquilibrer en faisant un travail sur nous. Mais aussi, il faut trouver son équilibre. C'est-à-dire que si on sent que en regardant des infos, en se nourrissant de ça,
Après, bon, voilà, les émissions genre Love is Blind, disons que en fait, je dirais que c'est quand tu les choisis intentionnellement que là, ça va. Ouais. Tu vis ça et que tu te mets devant et que tu es complètement amorphe et tu es passif, bon, là, ça peut être plus déséquilibrant et poser plus de problèmes. Mais si tu te dis, bon, j'ai eu une grosse journée, j'ai besoin de faire une pause, j'ai même besoin de mettre mon cerveau en off, et c'est ok en fait de faire ça, hein. Tu mets une émission comme ça, voilà, il n'y a pas de problème. Mais c'est plutôt de subir les choses, c'est ça qui est problématique, c'est quand on choisit pas. Donc, je dirais que il faut que chacun, c'est ça aussi que je trouve chouette dans l'approche c'est la théorie polyvagale, mais d'autres approches du système nerveux le font aussi, hein, c'est de comprendre que chacun déjà comprenne comment fonctionne son système nerveux et tester ça au quotidien pour voir quelles sont nos limites aussi. Mhm. Parce que, par exemple, si moi aujourd'hui je sais que j'ai beaucoup d'anxiété, bah, c'est peut-être pas le moment d'aller regarder BFM à fond toute la journée. Euh, Aujourd'hui, peut-être qu'il faut que je m'en coupe avant de réguler et peut-être après d'être capable de regarder 5 minutes de BFM sans que je sois complètement affectée. C'est un peu comme les fibres au niveau du système digestif, hein, finalement. Au début, les fibres. Alors, bon, les fibres, c'est bien, BFM, moyen. Mais le, le, le parallèle n'est pas forcément joyeux. Mais les fibres, en tout cas, c'est un truc super qu'on recommande à tout le monde. Sauf que si notre système digestif, il est complètement déséquilibré, il est irrité, ben, n'allez pas manger 40 grammes de fibres d'un coup, ça va être une catastrophe. Donc, il faut vraiment y aller progressivement et se dire, au début, je peux pas digérer tout ça, donc je vais rétablir, renforcer mon système digestif avant de pouvoir les intégrer. Pour moi, le système nerveux, c'est un peu pareil, c'est-à-dire c'est une histoire de tolérance. Euh, voilà, donc je dirais que ça dépend. Au début, oui, si la personne, elle est vraiment dans une anxiété énorme, une agitation, oui, je vais plutôt lui recommander même pour bien dormir, hein, c'est un peu les recommandations le soir, on se dit d'éteindre les écrans au moins 1 heure et demie, 2 heures avant d'aller se coucher, de faire un petit moment de calme, de baisser les lumières, de effectivement pas regarder de choses anxiogènes à la télé, mais ça fait partie aussi, hein, tout ce qui est film ou séries. Enfin, moi pour ça, je suis un bisounours complet. Je déteste regarder les séries qui font peur, les séries qui m'amène dans cet état-là. J'avoue qu'aujourd'hui, mon système nerveux n'est pas encore capable de le faire. Mais j'aime pas du tout ça en fait. Mais mais donc de pas forcément regarder des choses qui nous mettent dans cet état de peur, de pas regarder des mails de boulot ou des choses qui nous stressent avant de dormir. Voilà, donc des lectures en fait qui nous plaisent, qui nous apaisent. C'est un peu ça mes recommandations, mais ça va changer en fait en fonction de chacun, de notre tolérance. Et puis c'est vraiment une question d'équilibre en fait, comme tu le dis. C'est marrant parce que quand on parlait de BFM, enfin bon, BFM c'est encore quelque chose, mais de Love is Blind, tu vois, moi à l'image, je me suis dit, ah non, mais moi je vais le regarder par exemple avec ma meilleure amie. On va se Oui. poser, se faire une petite soirée entre nanas, et puis on va regarder ça et on va adorer et ça va être sympa. Par contre, toute seule, je regarderai pas forcément, je prendrai pas forcément le temps. D'ailleurs, j'ai pas du tout Netflix. Je Mm. regarde jamais. Donc c'est quand je consomme par exemple des séries, c'est fait vraiment dans cette notion d'équilibre, de me dire tiens, je me prends un petit moment parce que ça fait longtemps et je me pose et je regarde et je profite et c'est pas quelque chose qui va être dans de l'enchaînement. Par contre, ça m'est déjà arrivé par le passé d'être dans ce mécanisme-là quand j'étais vraiment pas bien et que j'avais un système nerveux qui était pas du tout régulé. Oui. Donc, et ça me fait un parallèle justement avec l'alimentation parce que ce côté un peu extrême, je trouve qu'il y a des personnes, en tout cas de ce que je vois dans les personnes que je peux accompagner, qui vont être dans cette notion justement d'extrême de non mais là il faut que je fasse tout bien. Donc par rapport à mon alimentation, par rapport à mon mode de vie, et je m'autorise pas entre guillemets d'écart, alors qu'en fait ces écarts-là, c'est pas vraiment des écarts, ça fait aussi partie de la vie. On n'est Oui. pas obligé d'être dans justement comme tu parlais dans ce perfectionnisme, il y a un équilibre à avoir. Et par rapport à l'alimentation, je vais partager mon histoire personnelle. Quand j'ai déclenché Hashimoto, ça m'a vraiment cloué. Je l'ai déclenché suite à un choc émotionnel, ce qui fait que quand j'ai entrepris des changements, j'ai suivi des recommandations au niveau de l'alimentation qui étaient très strictes. Et j'en avais besoin pour pouvoir soutenir mon système, ma santé intestinale. Tous mes intestins, ils étaient complètement en vrac. Donc je l'ai fait et puis au fur et à mesure j'ai commencé à réintégrer des choses et aujourd'hui
je me bloque plus en fait dans cette notion de plaisir quand je suis avec des gens, avec des amis, parce que pour moi c'est important et que ça fait partie de mon équilibre. Et du coup, j'ai cette question pour toi. Est-ce que dans l'alimentation, il y a des alimentations peut-être restrictives ou cette traîne un peu de alimentation saine qui pourrait amener finalement à déréguler le système nerveux alors que c'est contre-intuitif parce que la nutrition elle est censée être bien, la nutrition saine elle est censée être bien pour accompagner les personnes. Quel est ton avis sur le sujet? Oui. Alors ça dépend ce qu'on appelle alimentation saine, healthy, etc. On peut tout mettre là-dedans, donc ça dépend ce que chacun entend par là. Mais disons que si on essaye de manger comme ce qu'on voit sur les réseaux, sur le papier, c'est super. Oui, ça peut ne pas convenir à certaines personnes et ça peut être dérégulant. Pourquoi? Parce que donc première chose, si on essaye, on est dans une quête de perfectionnisme, comme tu le disais. Il y a un temps pour tout. Encore une fois, c'est qu'au début, on l'a dit plusieurs fois et là tu viens de le mentionner, mais au début, si notre système digestif n'est pas prêt, il va falloir passer par peut-être quelque chose d'un peu plus strict pour remonter la pente avant de pouvoir diversifier. Et encore que c'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais ça dépend. C'est vraiment du cas par cas, donc là c'est difficile, mais de dire. Si on est on veut aller dans un truc vraiment perfectionniste à fond, et même même encore, c'est là que où je voulais en venir, c'est que même si on fait quelque chose d'assez strict, en général, on peut se permettre quand même des petits, bon, j'aime pas ce mot, mais écarts. Enfin, on peut sortir de ce régime-là qu'on s'est fixé à un intervalle qu'il faut définir. Mais est-ce que c'est une fois par semaine? Est-ce que c'est une fois par mois? Sans que ça dérégule tout. Donc chacun va devoir trouver son seuil de tolérance. Encore une fois, c'est toujours une histoire de tolérance. Mais quand on s'auto-flagelle quand on fait cet écart ou quand on mange quelque chose qui n'est pas prévu. On tombe dans un perfectionnisme et là, ça crée de l'anxiété et finalement, ça va alimenter cette boucle parce que ça va être un cercle vicieux. Je vais stresser d'avoir mangé ça. En plus, je vais pas bien le digérer parce que je serai pas dans les bonnes conditions. Je crois beaucoup que quand on mange quelque chose avec une intention de ça va me faire du bien, ça me fait plaisir, on le digère pas du tout de la même manière que quand on se dit mon Dieu, en fait ça va me déréguler, je vais avoir des gaz derrière, je vais avoir mal au ventre, je vais avoir de la diarrhée, donc on le digère pas du tout de la même manière. Donc, bref, mais en tout cas, voilà, si on est dans cette quête, et ça m'arrive souvent en fait, d'accompagner des personnes qui pensent que pour que ça soit bien fait, il faut que ça soit parfait. Et alors là, on essaye de sortir de ça déjà, parce que ça met une pression énorme en fait de se dire mais on peut rien manger, donc on est un peu obligé de se couper de sa vie sociale, et ça c'est un pilier essentiel de notre équilibre, donc ça va générer du stress. Donc voilà, déjà sortir un peu de cette pensée de il faut absolument que ce soit parfait pour que ce soit bien fait. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait sur la durée et ce qu'on fait la plupart du temps. On dit souvent 80% du temps finalement, c'est ça qui est important. Donc c'est de garder ça en tête et le reste du temps, on peut manger des choses qui nous plaisent mais qui sont peut-être un peu moins dans l'équilibre et ça va passer normalement. Encore une fois, il faut faire du cas par cas. Mais donc ça c'est une chose qui peut être assez délétère quand on pense alimentation healthy. Et deuxième chose, c'est aussi alors la question des glucides. Les glucides, c'est soit il y a des personnes qui en mangent beaucoup trop, et il y a beaucoup de personnes qui en mangent beaucoup trop sans le savoir même. J'ai fait un épisode de podcast sur Parlons Digestion, sur le podcast que j'anime, sur ça justement, sur cette question-là, parce que beaucoup de personnes mangent trop de glucides sans le savoir, parce qu'elles ne savent pas exactement ce que ça englobe, les glucides. Qu'est-ce que c'est les glucides vraiment? Et donc elles en mangent trop. Ça c'est délétère. Mais quand on n'en mange pas assez aussi, c'est délétère. Et là, depuis quelques années, il y a un peu une tendance à diaboliser les glucides, à aller plus vers du cétogène ou des choses, voilà, où on va se nourrir plutôt des matières grasses que des glucides. Sauf que les glucides, c'est quand même un des carburants principaux de notre corps, notamment pour le cerveau. Alors, je vais me faire lyncher par les cétogènes, mais c'est pas grave. On peut fonctionner avec les matières grasses, mais c'est pas la source privilégiée de ce qu'on sait aujourd'hui a priori. C'est pas la source privilégiée. Ça demande un effort supplémentaire au corps. Donc, on peut le faire, et encore, ça dépend des personnes.
On pourrait le faire en théorie. Et on le fait en partie, hein, parce qu'on se nourrit pas que du glucose et du sucre. On se nourrit aussi des matières grasses. Enfin, en tout cas, ça apporte de l'énergie à notre corps. Mais fonctionner complètement sans glucides, c'est compliqué. Il y a des profils qui peuvent le faire. Je vais dire, c'est des exceptions. Et encore pendant combien de temps? On ne sait pas. Il n'y a pas vraiment d'études là-dessus sur le très long terme, hein, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce que moi j'observe dans la pratique, c'est que les personnes qui coupent trop les glucides parce qu'elles ont un objectif de perte de poids, de prise de masse musculaire, elles veulent sécher, etc. Surtout les femmes, encore plus, mais pas que. Ça peut générer encore plus de stress. Parce que comme je le disais, les glucides, en fait, c'est la source privilégiée d'énergie de notre corps. C'est-à-dire que notre corps se dit, j'ai assez de glucides dans l'assiette parce que j'ai mangé du riz, des céréales, du pain, des pâtes, de la patate douce, de la pomme de terre, carottes, betteraves, bref, ce qu'on veut. Il y a des glucides dans l'assiette. Le corps se dit, bah super, ça veut dire qu'on n'est pas en famine, j'ai assez à manger, tout va bien. Mais quand on n'a pas assez de glucides, il se dit, là, qu'est-ce qui se passe? Potentiellement, j'ai plus assez d'énergie pour fonctionner. Et ça, c'est un stress énorme pour le corps. Il va passer en mode famine. Donc, ça s'ajoute aux autres stress, hein. Il faut imaginer que finalement, la dérégulation du système nerveux vient de trop de stress. Mais ça peut être un stress, comme on le disait, physiologique, biologique, parce que il y a quelque chose qui fonctionne mal dans le corps, parce que j'ai des carences. Ça peut être un stress émotionnel, parce qu'on vit quelque chose de compliqué en ce moment, ou bien parce que on a vécu des traumas qui sont non résolus. Bref, il y a plein de sortes de stress différents. Et un manque d'alimentation, une alimentation déséquilibrée, un manque de glucides par exemple, ou d'autres, hein, ça peut être un manque de protéines, c'est aussi une erreur assez fréquente. Tout ça, en fait, ça va augmenter la jauge de stress. Il faut imaginer un seau un peu qui se remplit. Et une fois qu'il est trop rempli, ça va déborder. Et là, c'est là que les maladies, vraiment les déséquilibres s'expriment. Donc, un manque de glucides, c'est une des erreurs que je vois assez fréquentes des personnes qui voudraient manger healthy ou sain. Elles vont manger beaucoup, beaucoup, beaucoup de légumes, beaucoup de salades, par exemple. Ça, c'est un peu le piège. Beaucoup de salades. On pense que c'est le plus sain. Mais du coup, il n'y a pas assez de matières grasses, pas assez de protéines, pas assez de glucides. Et concrètement, pour terminer sur les glucides, concrètement, certaines personnes n'en mangent pas assez. Et en tout cas, pas forcément au bon moment de la journée. Parce que parfois, elles en mangent un peu plus le matin. Ça risque de déséquilibrer la glycémie, de nous donner encore plus envie de manger du sucre. Mais par contre, elles vont pas en manger assez aux autres repas, le midi et le soir. Bon, c'est un extrême que je prends comme cas de figure, mais en tout cas, des personnes qui ne mangent pas assez de glucides le soir. Et ça n'a pas besoin d'être une grosse quantité. Il ne faut pas que ce soit une grosse quantité. Mais il en faut un petit peu, une quantité qui doit être adaptée à chacun. Et je remarque que certaines personnes dorment mieux en mangeant des glucides le soir parce que ça va apaiser le système nerveux. Ou elles seront moins anxieuses le soir, le mental va plus se calmer, ça va être du coup plus facile de s'endormir et elles vont rester aussi plus facilement endormies. Ouais, c'est intéressant ce que tu partages. Et c'est important parce que c'est vrai qu'on est aussi dans une société où le poids, c'est vraiment un sujet. D'ailleurs, on le voit bien, hein, les personnes, pour leur vendre n'importe quoi, on leur dit, alors là, vous allez voir, même moi, quand j'ai quand j'accompagne des personnes qui vivent avec des problèmes de thyroïde, une des conséquences, c'est quand on est en hypothyroïdie, c'est la prise de poids. La première chose qu'on me demande, c'est, je veux perdre du poids, alors qu'en fait, il n'y a pas d'énergie, il y a de la fatigue constante. Et je me dis, mais en fait, à quel moment on est arrivé dans une société où le plus important, c'est de quoi on a l'air, plutôt que comment on se sent. Et je trouve ça terrible. C'est vraiment important que tu parles de ce sujet parce que les glucides, c'est quand même une des bases de l'alimentation. Ils sont pas là pour faire beau et de faire de la prévention aussi sur ce sujet. Pour en revenir un peu plus sur le système nerveux, on a parlé, pour finir ce live, on a parlé de déréguler son système nerveux. Donc ça peut, comme tu le disais, enclencher de l'anxiété, ça peut enclencher du brouillard mental, de la fatigue. Comment concrètement, sur le plan nutritionnel, c'est des personnes qui peuvent se retrouver avec ces problématiques-là, comment la nutrition peut les accompagner? J'imagine combler les carences, mais est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus? Parce que c'est vrai que je remarque qu'on peut dire, oui, alors tel aliment c'est bon, il faut faire ci, il faut faire ça, mais quand on comprend pas concrètement comment ça peut nous aider de l'intérieur,
je trouve que c'est difficile de mettre en place ces changements. Moi, je le vois en consultation et je pense que ça doit être ton cas quand on arrive à expliquer. Les gens, ils nous disent ah oui, bah en fait, maintenant, je pense bien à manger les petits poissons gras, je mange bien mes sardines parce que je sais que ça va réduire l'inflammation, que ça va aider mes hormones et que ça va aider à faire ci, ça et ça dans le corps. Et du coup, j'y pense bien. Oui. Donc, ta question pour être sûr de bien comprendre, c'est finalement quels sont concrètement les aliments qui vont nous aider et comment ça va nous aider pour réguler le système nerveux, hein, c'est ça? Pour les personnes qui rencontrent de l'anxiété, de la fatigue ou du brouillard mental. Ok. Alors, il y a plein de choses, il y aurait plein de choses à dire. Donc, si je dois me concentrer sur vraiment les aliments qui vont aider, c'est difficile parce qu'en fait, l'alimentation. En fait, c'est plutôt comment ça peut concrètement aider. Par exemple, si on prend des oméga 3. Oui. Tout à l'heure, tu disais, bah, ça peut aider au niveau de ce qui se passe dans le système nerveux. Okay. Sur le plan nutritionnel, comment expliquer, par exemple, pour la thyroïde, j'aime bien dire, alors il faut des fruits de mer parce que dedans on a de l'iode, et on a de la tyrosine qui vient des protéines pour la construction des hormones thyroïdiennes, et ça va amener à soutenir le métabolisme, par exemple. Oui. Donc ce serait une question dans ce sens-là. Je ne sais pas si c'est très clair ou pas. Oui, c'est clair, c'est clair. Oui. Alors du coup, bah, on a un peu mentionné, mais je vais aller plus loin dans le détail pour que voilà les personnes se disent bien, ok, là il faut que j'en mange. Voilà. Bah, les oméga 3, tu les as cités. Donc ça, on les a cités tout à l'heure, c'est une base. Donc disons que augmenter la consommation des petits poissons gras, maquereaux, sardines, anchois, harengs, truites, je l'ai dit, et saumon occasionnellement, plutôt saumon sauvage. Ça va amener, il faudrait en manger idéalement 3 fois par semaine, 200 grammes. Donc c'est une boîte et demie si on les prend en conserve en général, 3 fois par semaine. On peut en manger le matin, moi aussi j'adore en manger le matin. Ça fait des protéines le matin, ça amène de la vitamine D, des oméga 3, c'est parfait. Et donc justement ça, les oméga 3, ça va aider, ça va diminuer l'inflammation. Ça va aider à résoudre l'inflammation, pour être précisé. En tout cas, ça va diminuer l'inflammation et ça va contrebalancer l'inflammation et ça va permettre de. Tout à l'heure, je le disais, le système nerveux se dérégule quand il y a trop de stress. L'inflammation, c'est un stress, en fait. Donc, manger des oméga 3 va aider à résoudre l'inflammation, à ce qu'elle dure pas dans le temps, pas avoir une inflammation chronique. Et du coup, ça va diminuer ce stress-là. Ça va aussi amener des bonnes matières grasses pour la gaine de myéline, pour la circulation des messages, en fait, la transmission des messages nerveux. Donc ça, c'est une chose. Et en plus, il y a des protéines. Si vous mangez des petits poissons gras, il y a des protéines dedans. Donc les protéines, c'est aussi une deuxième chose sur laquelle je vais insister parce que il y a souvent des carences des personnes qui ne mangent pas assez de protéines. Protéines, ça peut être animal ou végétal. Il faut voir en fonction de la constitution de chacun. Donc ça, c'est difficile à dire. Certaines personnes peuvent fonctionner pratiquement que avec du végétal, avec des œufs, par exemple, enfin en tout cas végétarien. D'autres vont avoir besoin d'avoir un peu de protéines animales. Donc voilà, on ne va pas rentrer dans ce débat-là aujourd'hui, mais en tout cas, des protéines, il en faut. Les protéines, je le disais tout à l'heure, c'est grâce aux acides aminés qui sont dans les protéines qu'on va découper au cours de la digestion. On va se servir de ces acides aminés pour fabriquer toutes les structures de notre corps. Donc, si on veut que nos nerfs, nos neurones et nos nerfs se régénèrent, se construisent correctement, qu'il y ait cette gaine de myéline qui fasse circuler les messages, les influx nerveux, il faut des protéines. Et souvent, on est en carence parce qu'on n'en mange pas assez, parce qu'en plus, notre système digestif, évidemment, quand on va en manger, ça va pas aller que pour le système nerveux. Il y a tous les autres, il y a une compétition. Hein, tous les autres ont besoin d'acides aminés. Le système digestif aussi. Donc, il faut en manger assez pour, surtout, ça dépend dans quel état de santé on se trouve, mais il faut en manger assez pour régénérer tous ces tissus. Les protéines, donc il y a les acides aminés pour la reconstruction, et c'est aussi, comme on le disait tout à l'heure, les briques qui vont permettre la tyrosine, qui vont permettre de sécréter correctement des neurotransmetteurs derrière, donc pour avoir un équilibre émotionnel,
cognitif. Sans protéines, c'est la cata, hein, franchement. Pour dire clairement les choses. Sans protéines, c'est la cata. Donc j'explique, voilà, à quoi ça sert concrètement, mais je le vois pas tous les jours, mais je le vois quand même fréquemment en accompagnement, des personnes qui n'ont, et j'ai fait cette erreur-là en plus, hein, donc je sais, je sais ce que ça coûte, mais de pas manger assez de protéines. En fait, souvent le schéma c'est je ne veux plus manger de protéines animales parce que soit ça me dégoûte, soit pour des questions éthiques, écologiques, etc. Mais sauf que je ne comprends pas l'importance de remplacer par une autre source de protéines. Il en faut des protéines. C'est pas juste pour les sportifs pour faire du muscle en fait. Il faut absolument des protéines. Et souvent, ben, on remplace pas, soit parce qu'on ne sait pas, soit parce qu'on ne digère pas les protéines végétales. Et donc là, on se retrouve ben, sans protéines. Et ça, c'est une cata. Ça veut dire perte de cheveux, fatigue, dérèglements thyroïdiens, dérèglements hormonaux de manière générale, problèmes digestifs. Il y a tout qui part en miettes, quoi. Donc vraiment, c'est problèmes de peau, enfin tout. Et puis vraiment, faites l'essai de déjà commencer votre petit déjeuner avec des protéines Oui. le matin et d'inclure des protéines à tous vos repas. Pendant une semaine, vous verrez que votre semaine, vous n'allez pas du tout la passer comme ce que vous avez l'habitude si vous n'avez pas assez de protéines. Et d'ailleurs, ça me fait penser, il y a des personnes, je le vois malheureusement, euh, même quand on leur explique ça, elles veulent pas prendre, toujours pas consommer de protéines. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à prendre des substituts comme des poudres protéinées. Mais attention, il ne faut pas prendre n'importe quoi, mais il y a des poudres protéinées, mais au moins de boire sa poudre, histoire de quand même couvrir ses apports. Sinon, le corps, il peut pas fonctionner correctement. Oui, oui, tu fais bien de le préciser. Et après, en fait, nous, on transmet l'information et en fonction de ce que dit la science aujourd'hui et de ce qu'on voit aussi nous dans notre pratique. Mais après, chacun est libre de faire ses propres choix, évidemment. Hein, voilà. Donc après, c'est chacun. Mais je veux dire, on peut quand même. Moi, c'est un combat aussi qui me tient à cœur, l'écologie, l'environnement, et je pense qu'on peut faire un bon équilibre entre je prends soin de ma santé, mais je prends aussi soin de l'environnement. J'essaye d'avoir le moins d'impact possible, et on fait moins mais mieux. Donc, on peut quand même consommer des protéines animales, selon moi en tout cas, hein, en les trouvant vraiment de bons producteurs, de bonnes sources, des animaux qui ont bien vécu, qui ont été bien nourris. Du coup, la viande, elle est beaucoup plus riche. Et ça, c'est peut-être un point aussi, c'est de manger des aliments qui sont riches nutritionnellement parlant, en densité nutritionnelle. Parce que surtout si bon, ça dépend. Si on a une digestion qui est pas très robuste, on va pas manger beaucoup en quantité. Et donc, en tout cas, ce qu'on mange, il vaut mieux que ce soit riche en nutriments, donc en vitamines, en minéraux. C'est-à-dire que quand on prend je sais pas, une viande issue d'un animal qui a brouté l'herbe, qui a vécu dehors, il va être riche la viande va être riche en oméga 3. Elle sera beaucoup moins inflammatoire que une autre bête qui a malheureusement vécu dans des conditions abominables. Je crois beaucoup aussi que l'énergie que la personne, la personne, c'est un lapsus, mais l'animal avec quelle énergie il a vécu, dans quel environnement. Bah moi, j'ai pas du tout envie de manger une viande d'une bête qui était malade, la pauvre, et qui était hyper stressée toute sa vie. Pour moi, c'est aussi pro-inflammatoire. Et d'ailleurs, les études le montrent aujourd'hui. Hein, c'est pas du tout le même impact sur l'inflammation quand c'est une bête qui a vécu dans des conditions abominables ou quand elle a brouté de l'herbe à l'extérieur, etc. Donc, je pense qu'on peut trouver un équilibre, un juste milieu, et aussi consommer des œufs, éventuellement du fromage si on le tolère bien, de qualité. Et puis après, faire avec des protéines végétales. Donc, tu le disais, le matin, c'est vrai que de consommer des protéines le matin, peut-être plutôt salé, mais ça peut être sucré aussi, mais de faire des préparations à base d'œufs, à base peut-être de petits poissons gras, à base même de houmous, de choses végétales. Bon, même si c'est pas aussi riche que ce serait avec des protéines animales. Les Oui, algues. oui, les algues, les graines de chia, enfin voilà, on peut trouver des choses pour avoir des protéines, mais c'est important d'en avoir en tout cas. Et puis c'est vrai qu'il y a ce biais, c'est important ce que tu dis quand tu parles bon déjà du bien-être animal, même quand on consomme de la viande pour sa santé. Mm. Il y a aussi ce biais mais c'est trop cher de manger bien, alors que en réalité, moi j'ai fait les calculs, hein. Mm. J'ai fait les calculs, je regarde, je dépense pas tant que ça en mangeant bien.
que si j'avais acheté des choses, enfin, comparé à avant. Et pourtant, le coût de la vie, il est beaucoup plus cher. Et Oui. même originaire de La Réunion, le coût de la vie il est très cher à La Réunion. Mais quand on arrive à consommer local, Oui. avec dans le jardin, avec voilà, des petits producteurs, on s'en sort beaucoup mieux qu'en allant en supermarché. Donc c'est plus éthique, plus écologique. Et puis, ça nous permet aussi de cuisiner plus, donc de savoir ce qu'on met aussi dans le corps, ce qui est quand même important quand on veut prendre soin de sa santé. Hmm. Oui, complètement. Et alors, j'ai pas fait, j'ai pas de calcul à la pluie. Ça dépend où est-ce qu'on prend ces produits, effectivement. Si c'est vers des petits producteurs locaux, des AMAP, des réseaux comme ça, où on est en direct avec le producteur, en général, c'est moins cher. Si on va dans des magasins bio et qu'on fait toutes ces courses en magasin bio, oui, ça peut être un peu plus cher qu'en magasin conventionnel. Mhm. Euh, Maintenant, je disais, c'est moins mais mieux. Donc, chacun fait aussi en fonction de ses besoins. Et peut-être qu'on peut pas acheter, en fonction de ses moyens, pardon. Et on peut peut-être pas tout acheter bio, 100%, mais il faut se concentrer sur. Et d'ailleurs, les viandes que je citais tout à l'heure, elles sont pas forcément bio. Hein. Parfois, c'est pas bio, mais c'est d'un élevage qui a été vraiment bien traité, où les vaches ou les animaux étaient bien nourris. Donc, en fait, ça prend du temps au début de chercher les bons réseaux et de trouver les bons producteurs. Mais aussi, je pense que, et ça avait été démontré dans une étude observationnelle, mais aujourd'hui, la part qu'on consacre, la part de notre budget qu'on consacre à l'alimentation n'est plus du tout le même par rapport il y a 50, 60 ans, en fait. Parce que à l'époque, bah, on avait le loyer, enfin le salaire plutôt passait dans le loyer ou la maison, l'habitat, la nourriture. Et voilà, c'était assez limité. Déjà quand on avait ça, on était content. Donc aujourd'hui, on a on se crée et la société nous crée aussi des besoins qui font qu'aujourd'hui, alors je dis pas certaines personnes n'ont pas du tout les moyens. Et là, c'est voilà, donc Mhm. on Oui, peut c'est difficilement faire différemment. Donc ça, c'est pas la question. Mais je vois beaucoup de personnes quand même qui pourraient avoir les moyens de payer un peu plus pour l'alimentation, mais pour elles, c'est pas une priorité parce qu'elles ne comprennent pas forcément que, et ça c'est, je prenais l'exemple d'une viande, mais ça peut être l'exemple d'une tomate, ça peut être l'exemple de n'importe quel autre aliment. Beaucoup de personnes pensent qu'une tomate égale une tomate. C'est tout. C'est la même chose. Donc en fait, que j'achète ma tomate à 80 centimes le kilo ou que je l'achète à 3,50 € à un petit producteur, on pense que c'est la même chose, mais pas du tout en fait. Ça, c'est vraiment prouvé scientifiquement. La tomate qu'on achète où il y a que de l'eau dedans, il va rien y avoir du tout. Il y aura pas d'antioxydants, il y aura pas de caroténoïdes, il y aura pas le lycopène, etc. Tous ces antioxydants là, il y en aura beaucoup moins. Ce sera beaucoup moins riche nutritionnellement parlant. Donc, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Donc finalement, on mange, mais on mange des trucs vides. Donc autant manger des bons produits, peut-être un peu moins. Voilà, on va choisir. Peut-être qu'on pourra pas tout acheter vraiment de bonne qualité, mais quand on comprend ça et quand on voit les études, hein, que c'est pas du tout, ça a été prouvé scientifiquement encore une fois, que c'est pas du tout les mêmes aliments. La viande, c'est pareil. Je le disais tout à l'heure, si c'est une viande d'élevage qu'on achète comme ça, on sait même pas d'où elle vient, ça peut être pro-inflammatoire. Une viande qui a été bien nourrie, bien traitée, etc. L'animal a été bien traité, ben ça va être plutôt anti-inflammatoire. Donc c'est complètement différent. Et quand on comprend ça, je trouve qu'on, en tout cas pour moi, mais bon, parce que moi ça fait partie de mes valeurs, c'est-à-dire que je préfère ne pas faire de shopping et avoir un dressing hyper réduit et voilà, ne pas renouveler mes vêtements tout le temps, mais pouvoir manger des aliments de qualité. Et aujourd'hui, on a malheureusement, on a aussi beaucoup de choses à payer. On a de plus en plus d'assurances, on a les téléphones, les forfaits internet, voilà, toutes ces choses-là à payer qu'on n'avait pas forcément avant. On était moins couverts, certes, mais on avait moins de dépenses aussi. Et du Mhm. coup, je pense que la part du budget alloué à l'alimentation était bien plus important avant. Et c'est pas moi qui le dis, ça a été démontré, bien plus important qu'avant qu'aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, on accepte de peut-être allouer 10% de notre salaire, mais c'est pas grand-chose, hein, 10%. Mhm. Et puis, il y a aussi le sujet de soutenir des économies, enfin l'économie française. C'est Oui, quand on voit surtout ce qui se passe en ce moment avec, bon, on va pas rentrer dans les sujets oui, d'actualité. Ce qui se passe en ce moment, c'est vrai qu'on a envie de aussi soutenir plutôt une économie humaine et éthique que finalement oui. d'aller l'argent dans des supermarchés
qui se gavent et qui en plus de ça n'ont pas forcément des aliments sains, meilleurs pour la santé. Oui, on peut en trouver hein, dans les magasins, les supermarchés, mais il faut choisir avec intention pour moi. Oui, oui, c'est clair. Et puis après, il faut faire comme on peut. Il y a plein de... Pour les personnes qui sont à petit budget, il y a une chaîne qui est géniale qui s'appelle Anti-Gaspi, Nous Anti-Gaspi, qui est présente dans les grandes villes. Et pour le coup, en plus, il y en a certains qui font que du bio, il me semble. Pour le coup, c'est quand même une bonne alternative d'allier les deux entre ces magasins et le bio et producteurs locaux. Alors oui, on passe un peu plus de temps à faire les courses, mais en réalité, c'est une question d'organisation. Et ça se fait. Et puis, c'est important de venir soutenir sa santé quand on n'a pas quand on n'a pas la santé, de toute façon, ben, malheureusement, le reste ne suit pas. Donc, on n'a pas assez d'énergie pour sortir, pour travailler, pour vivre tout simplement. Donc, c'est important de faire ses choix, mais après, chacun fait comme il le souhaite, bien évidemment. Oui. Mais même avec des petits budgets, on peut aller faire des courses au marché, par exemple, aller vers des petits producteurs qui habitent autour de chez nous si on a la chance d'en avoir. Les AMAP dont je parlais tout à l'heure, c'est des réseaux où AMAP, voilà, c'est ça, AMAP. C'est des réseaux, il y en a partout en France. Et en fait, c'est des producteurs qui se rassemblent pour qu'il y ait une connexion directe entre acheteurs et producteurs. Et ça, c'est des produits qui sont vraiment de qualité. Souvent, c'est bio. Ça permet de payer moins cher, en fait, parce qu'il y a un effet d'achat de groupe. Donc, les prix sont réduits. Ok. Voilà. Donc, il y a plein, finalement, il y a plein de techniques. Et on peut, et comme je le disais, on peut choisir ses combats et se dire, bah, en fait, cette année, je vais acheter des légumes bio. Par contre, bah, le reste, ça sera pas bio, ça sera voilà, ça sera comme ce que je prenais avant, et c'est bien en fait, ça n'a pas besoin d'être parfait. Oui, ben, on en revient à la perfection et de faire les choses à son rythme. Exactement. Merci beaucoup, Cécile, pour toutes les informations que tu viens de nous partager. Avec Est-ce que plaisir. tu as un dernier mot un dernier conseil santé, voilà, à partager pour les personnes qui souhaiteraient réguler leur système nerveux grâce à la nutrition fonctionnelle? Hmm. Euh, Peut-être que tu viens de le dire aussi, c'est d'y aller à son rythme. c'est d'y aller à son rythme, oui, parce que c'est pas parfait, ça n'a pas besoin d'être parfait en fait. Euh, mais je dirais peut-être pour les personnes qui voudraient réguler leur système nerveux, ce qui est très efficace, et je pense qu'on l'a mentionné tout à l'heure, euh, c'est de faire l'approche, comme je l'ai dit, en fait, le système nerveux va se déréguler quand il y a différents stress, que ce soit émotionnel, physiologique, etc. Donc finalement, c'est d'avoir une approche qui allie les deux. Avec la nutrition fonctionnelle, on va vraiment aller voir le côté nutrition, la biologie, est-ce qu'il y a des carences, vraiment nourrir le corps et vérifier que tous les petits rouages fonctionnent bien. Maintenant, c'est très efficace aussi quand en parallèle on est suivi avec par un thérapeute pour faire une approche psychocorporelle où là on va aller voir peut-être les traumas qu'on a vécus et que on a mis un peu sous le tapis et on va aller voir ça, ou bien oui les mécanismes dont je parlais tout à l'heure, parfois on s'en rend même pas compte et c'est un mécanisme qui nous dessert aujourd'hui mais que on a mis en place, notre système nerveux a mis en place parce qu'il a appris que ça nous gardait en vie et ça nous gardait en sécurité. Donc finalement, avec un thérapeute comme ça en individuel, on peut aller vraiment décortiquer tout ça. Et pour le faire avec certaines personnes que j'accompagne, on accompagne à quatre mains en quelque sorte avec un thérapeute qui travaille sur ce côté-là, sur le psycho-corporel. C'est très efficace en fait de faire les deux en parallèle. Donc voilà, disons que la nutrition fonctionnelle, pour les personnes qui voudraient réguler leur système nerveux, spécifiquement, je dirais que je commencerai par le, par le digestif, mais forcément, j'ai un biais. Oui, je Ouais, partage plein d'informations sur la digestion, sur l'axe intestin-cerveau, sur ton oui. podcast Parlons Digestion. Donc, n'hésitez pas à aller suivre les nouveaux épisodes. On a fait d'ailleurs un épisode ensemble où on parle de Oui, la... Donc, n'hésitez pas à l'écouter si vous ne l'avez pas encore fait. Et n'hésitez pas aussi à aller suivre Cécile. Je sais, pour te connaître, Cécile, que tu as plein de projets très sympathiques qui vont arriver en 2026. Et je pense que ça pourra vraiment aider les personnes, autant qui ont des problèmes digestifs qu'un système nerveux à réguler. Donc, exactement. n'hésitez pas. Exactement. Et puis, alors, ce live, il sera en replay, donc n'hésitez pas à poser vos questions
en commentaire. On y répondra aussi avec Cécile si voilà, vous regardez en replay ou si vous avez des questions que vous n'avez pas osé poser durant le live. Oui, et oui, oui, très bien résumé. Donc merci, merci Anaïs. C'est l'épisode numéro 20 qu'on a fait ensemble, je crois, sur Parlons Digestion. Et effectivement, cet axe intestin-cerveau me tient beaucoup à cœur, donc il y a des choses qui vont arriver. Pour ceux qui voudraient peut-être déjà voir les bases de leur alimentation, il y a aussi le programme Fresh Start que j'ai créé et la saison hiver vient de revenir. Donc le but, c'est vraiment de poser ces bases. Comme je le disais, il y a beaucoup de personnalisation dans l'alimentation, hein, donc c'est difficile. Mais il y a une base qui est commune, on en a parlé tout à l'heure, des protéines, des glucides, des végétaux, des lipides, qu'est-ce qu'on mange plutôt le matin pour avoir de l'énergie, voilà. Donc il y a toutes ces bases-là qui valent pour tout le monde. Et ensuite on personnalise. Si ça vous intéresse de commencer à revoir cette base, il y a le programme Fresh Start. Voilà, donc n'hésitez pas à venir m'en parler en message privé, je vous donnerai plus d'informations avec plaisir. Super, bah merci pour ce rappel. Et oui, allez-y, parce que moi j'ai un petit peu vu ce que tu avais fait. C'est super et ça donne envie. Et en plus, je pense que c'est important parce que l'alimentation, c'est une des bases de la santé. Et je trouve que tu en parles très bien et que tu le présentes très bien. Donc voilà, pour les personnes qui nous regardent, foncez. Merci beaucoup Anaïs pour l'invitation. Merci à toi. Très belle journée à toi. Très Oui, belle à journée. tous. Et à bientôt. Bonne journée à tous.